Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'abord pour l'invitation et donc me donner la chance d'être parmi vous aujourd'hui. Donc c'est un bel endroit et je suis très content que vous soyez aussi nombreux. Donc comme vient de le dire Madame Pifto, je suis chercheur au CNRS et je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire de physique des solides et qui se trouve à l'université d'Orsay. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans cet endroit reculé de l'Île-de-France. Mais c'est un endroit très sympa à voir. Il y a des laboratoires au sein de l'université, comme il y en a dans beaucoup d'autres universités d'ailleurs. Et ces laboratoires, ce n'est pas des endroits clos, hein. Vous pouvez prendre contact avec nous. Et si ça vous intéresse d'y venir et de visiter des endroits où on fait de la recherche, eh bien, vous pouvez nous contacter et on vous fera visiter avec plaisir. Non seulement ça, mais autour du laboratoire de physique des solides, il y a d'autres installations, dont le synchrotron Soleil, dont je vais reparler un peu plus tard. Peut-être que certains d'entre vous y sont déjà allés. Donc c'est un grand instrument de recherche dans lequel je fais mes expériences, moi, très souvent. Donc je suis expérimentateur dans le laboratoire. J'avais prévu de vous parler d'autre chose au début, mais je vais vous parler un petit peu de mon métier finalement. Donc être chercheur dans un laboratoire, ça veut dire quoi ? À votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans un laboratoire? On trouve quel genre de personnes? Des chercheurs. Oui, on trouve des chercheurs, mais on ne trouve pas que des chercheurs. Et s'il n'y avait que des chercheurs, on n'arriverait pas à travailler correctement. Donc, pour être expérimentateur, évidemment, on a des appareils de mesure, etc. Et on est entouré de techniciens, d'ingénieurs qui nous aident à réaliser des montages expérimentaux qui vont nous permettre d'étudier des phénomènes naturels pour nous dans les cristaux. Donc on a une démarche scientifique, hein. Vous commencez à savoir ce que c'est une démarche scientifique, on se pose une question, on veut savoir comment fonctionne telle ou telle chose, eh bien, on réalise une expérience pour essayer de mettre en lumière un phénomène. Et donc on se pose des questions sur quel est le meilleur moyen de mettre en lumière ce phénomène. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la recherche ou sur le métier de chercheur, je serai ravi d'y répondre aussi. Alors aujourd'hui, je vais parler de cristaux. Alors pourquoi je vais vous parler de cristaux? D'abord parce que c'est mon métier, d'étudier les cristaux. Et ensuite parce que cette année, 2014, c'est une année un petit peu particulière, parce qu'elle a été choisie par l'UNESCO pour être l'année internationale de la cristallographie. Et la raison pour ça, c'est que ça fait seulement 100 ans qu'on sait ce que c'est un cristal. En gros, qu'on a fait une expérience qui permet de prouver comment s'arrangent les atomes dans un cristal. Alors je vais y venir petit à petit au cours de cet exposé, et on va repartir de questions assez basiques sur les cristaux, d'accord ? Et ensuite, on ira pas à pas vers des techniques expérimentales, et notamment une qui a permis à 100 ans justement de découvrir comment étaient faits les cristaux. Donc en lien avec cette année internationale de la cristallographie, vous avez un certain nombre de ressources disponibles sur Internet. Vous avez par exemple le site de l'année internationale de la cristallographie français. Vous avez le site international, hein, puisque c'est un événement qui rassemble tous les pays du monde. Il y a eu un concours de croissance cristalline qui a été mené l'année dernière. On a eu beaucoup de participants. Cette année encore, il est mené, donc je ne sais pas si vous y participez ou pas. Et là, on a fait une page web sur des actions qu'on a fait plus au niveau local. Alors d'abord, on va s'interroger sur qu'est-ce que c'est un cristal. Vous avez peut-être déjà des éléments de réponse, vous avez peut-être déjà vu en cours des choses pour répondre à cette question. Et on va se demander qu'est-ce qui fait qu'un matériau est un cristal ou pas un cristal. Ensuite, on va voir qu'un cristal, c'est un objet qui pousse, en fait. Donc, ce n'est pas un objet statique, ce n'est pas une pierre qui va rester indéfiniment comme ça. C'est un objet qui a une vie, hein, et il pousse dans la nature, ou on peut le faire pousser dans un laboratoire. Ensuite, on va voir qu'un cristal, ça rappelle souvent la notion de perfection. Et en réalité, il y a plein d'imperfections dans les cristaux, qu'on appelle des défauts. Et ces défauts, ils jouent un rôle très, très important pour expliquer les propriétés de ces matériaux-là. Ensuite, on va arriver à la technique expérimentale qui a permis, il y a 100 ans, de comprendre comment s'arranger les atomes dans un cristal. Et enfin, on arrivera dans la dernière partie, j'espère que je ne vais pas parler trop lentement, à parler des applications de la cristallographie. Alors juste, je vais vous poser quelques petites questions pendant l'exposé, histoire que vous ne vous endormiez pas complètement. Et donc, on va commencer en se demandant qu'est-ce qui fait qu'un matériau est un cristal ou pas un cristal. Déjà, est-ce que vous connaissez des cristaux, vous,
que vous rencontrez dans la vie de tous les jours? Le sel, la neige, le quartz. Bon, vous connaissez plein de cristaux, pardon. Le béryl, d'accord. Alors, c'est ça que vous avez dit, hein, le béryl. Alors le béryl, il est là, j'en ai mis un exemple. Alors, dans les cristaux, on distingue certains cristaux qui sont des minéraux. C'est quoi les minéraux? Ce sont des cristaux qui poussent à l'état naturel. Donc on peut les trouver en se promenant dans la nature. Alors on peut trouver des matériaux comme de la calcite. Alors je vais vous en faire passer, hein. Vous pouvez faire passer un peu comme vous voulez, je ne sais pas où on commence. Vous pouvez le regarder. Et notamment, si vous avez une feuille de papier, vous le posez sur la feuille de papier et puis on discutera ensuite de ce que vous voyez à travers. Donc ça, c'est la calcite. Ensuite, on a du quartz. Donc c'est composé essentiellement de silice. Hein, c'est d'un oxyde de silicium très très courant dans la nature. On trouve ensuite du diamant. Vous le trouvez joli, mon diamant? Non, manque de bol. Alors dans la nature, le diamant, il est comme ça. D'accord. Et il faut qu'il y ait un diamantaire qui s'occupe de le tailler comme il faut pour qu'il ait les belles facettes qu'on lui connaît quand il est monté sur une bague ou n'importe quel bijou. Voilà. Après, on trouve toute une série de cristaux, hein, qui sont très souvent des silicates, donc de la tourmaline, du grenat, du zircon, de la pyrite. Alors ça, c'est pas un silicate, hein, c'est du sulfure de fer. Et on peut la trouver sous forme cubique, comme ça. Ensuite, on a du NaCl. Vous connaissez le NaCl? Le sel, d'accord. Donc le sel de cuisine. Et le granit. Alors le granit, lui, c'est un polycristal. Il est composé de plusieurs types de cristaux, dont le quartz, le feldspath et le mica. Et on a aussi des composés qui contiennent du beryllium, par exemple, comme les béryls. Voilà. Alors dans la nature, on trouve tout un tas de cristaux et on en trouve parfois des cristaux un peu surprenants. Alors ça, c'est des cristaux, vous voyez, qui ont poussé comme ça, là. Et ce qui est assez impressionnant dans cette image, en fait, c'est l'échelle. Parce que vous voyez qu'ici, là, il y a un petit bonhomme qui est en train de se promener sur ces cristaux. Et ça se situe dans une grotte au Mexique qui s'appelle la grotte de Naica. Vous avez déjà entendu parler de cette grotte? Donc c'est assez impressionnant. Et ça va m'amener à ma première question, du coup. À votre avis, ces cristaux-là, ces grands cristaux sur lesquels cette personne est en train de monter, est-ce que c'est du sel, du sucre ou du gypse? Qui dit du sel? D'accord. Alors du gypse, c'est un minéral composé de plein d'ingrédients, mais en tout cas, ce n'est pas du sel et du sucre. Qui dit du sucre? Ah, il n'y a pas grand monde. Donc, qui dit du gypse? Eh ben, très bien, vous avez raison, c'est du gypse. Donc, ce n'est pas du sel et du sucre, on n'a pas trouvé une grosse mine. Et je vais tout de suite poser une deuxième question, et puis après, je rentrerai plus dans le côté cristallo. Alors, j'ai mis ici des images de plein de choses qu'on trouve dans notre vie de tous les jours. Et ma question, ça va être, à votre avis, parmi tous ces matériaux que j'ai mis là, lequel n'est pas un cristal? Tous sont des cristaux, sauf un. Donc, il y a du diamant, du verre en cristal, du sel, du sucre, un flocon de neige. Vous savez lire. J'entends graphite. Le sucre. Bon, alors, je n'ai pas entendu la bonne réponse. Peut-être là-haut. Et il s'agit du verre en cristal. Alors, le mot cristal, on l'entend souvent quand on évoque le cristal, le matériau qui est en fait du verre. C'est un simple verre, mais dans lequel on a rajouté du plomb pour le rendre plus transparent. Et c'est un composé qui manque de chance, qui est mal nommé parce que, pour un cristallographe, ce n'est pas une structure de cristal. On appelle ça une structure amorphe, et on va voir que c'est une structure qui est complètement désordonnée, qui est non cristalline, donc, composé de silice aussi. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, donc, qu'est-ce qui fait qu'un cristal est comme il est? Comment on peut reconnaître un cristal, à votre avis? Donc là, j'ai mis plusieurs images de cristaux. Donc, toutes sont des cristaux cette fois-ci. On a du sulfate de cuivre ici, qui a une belle couleur bleue. Donc, j'en ai un petit peu dans cette boîte, que je vais vous montrer après.
Ensuite, ici, on a d'autres cristaux sous forme d'aiguille. On a du sel, du sucre, de la calcite encore. Et un autre, j'ai oublié le nom de celui-là. Bon, bref. Ils ont tous un point en commun. Est-ce que vous voyez ce point en commun? Oui. Alors, est-ce que vous voyez ça sur cette image, qu'ils ont une structure ordonnée et régulière? On ne voit pas ça sur les photos. Et on peut regarder, là je vous montre des photos comme ça, mais on peut regarder ça sous un microscope. Et ce qui est intéressant de voir dans un microscope, voilà, donc là j'ai un petit microscope et je vous retransmets l'image ici. Ce cristal, c'est du sucre. Et si je regarde un cristal qui se trouve à côté, par exemple celui-ci, est-ce que vous ne voyez pas quelque chose de particulier? Est-ce qu'on peut reconnaître un cristal par rapport à un autre, à votre avis? Ils ont quelque chose de similaire, tous ces cristaux. Leur géométrie, exactement. Donc un cristal, quelle que soit sa nature, il a une forme particulière. Et notamment, c'est non seulement une forme particulière, mais c'est une forme, comme vous l'avez dit, géométrique, c'est-à-dire qu'en fait, on peut dessiner des arêtes, des faces qui font un polyèdre particulier et qui est toujours le même si on prend deux cristaux de même nature. Et ça, c'est assez intéressant. Et en fait, ça a fait s'interroger les hommes depuis très longtemps. En fait, depuis l'Antiquité, on appelle les cristaux des solides à facettes, sans savoir vraiment pourquoi ces solides ont des facettes, alors que d'autres n'en ont pas. Alors, je ne vais pas faire beaucoup d'histoire dans mon exposé, mais il y a ce monsieur, René Justahui, qui était un abbé français de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, qui a fait des études sur les cristaux, et il étudiait les cristaux de calcite, donc comme celui que vous êtes en train de regarder en ce moment. J'en ai un autre ici, qui a la même forme, évidemment. Et ce dont il s'était rendu compte avec un collègue à lui qui s'appelait Romé de Lille, c'est que si on regardait deux cristaux et qu'on regardait l'angle que font les facettes à chaque fois entre deux cristaux de même nature, on trouvait toujours la même chose. Ils ont appelé ça la loi de constance des angles. Donc si on prend deux cristaux de calcite et qu'on mesure les angles entre les facettes, on va toujours trouver le même nombre, quel que soit le cristal de calcite. Et donc il s'interrogeait sur pourquoi on trouve toujours le même angle. Manque de bol, M. Ahui, à force de manipuler son cristal, un jour il l'a fait tomber. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est cassé. Et donc il a trouvé deux fragments, ou plus, de calcite. Et il a remarqué quelque chose, il a continué son expérience, casser pour casser, il a continué. Et il a remarqué quelque chose, c'est qu'à partir du même cristal, si on cassait ce cristal, on obtenait des fragments qui avaient toujours tous la même forme. Et ça, pour lui, ce n'était pas innocent. Donc il a essayé de pousser l'expérience, faire une expérience de pensée après avoir fait son expérience physique. Et il s'est dit, à un moment donné, si je continue à reproduire cette expérience et à fragmenter mon cristal de plus en plus, je vais sûrement trouver à la fin un cristal qui va être tellement petit que je ne vais pas pouvoir le casser à nouveau. Et il s'est dit, évidemment, ce petit cristal, il aura la même forme que celui que j'avais au départ. Et en fait, c'est un concept qu'il faut imaginer très novateur pour l'époque, parce qu'on ne savait même pas que l'atome existait à cette époque-là. Donc il s'est dit, il y a une petite brique élémentaire dans mon matériau qui s'empile en fait, et si je les empile tous les uns sur les autres, et bien à la fin je vais obtenir mon gros cristal. Il a eu cette image-là d'un mur de briques, et en fait il a même réalisé des modèles en bois, comme ça, où il a empilé des petites briques élémentaires. Et par cette méthode-là, il expliquait pourquoi les cristaux avaient des facettes comme ça. Vous voyez? Donc en empilant des briques carrées, par exemple, on peut aboutir à la fin à des faces bien particulières qui seront toujours les mêmes d'un cristal à l'autre. Donc l'image qu'on peut avoir de ça, c'est par exemple les pyramides d'Égypte. Si on les regarde de loin, on a l'impression qu'elles ont des faces bien lisses. Et si on s'approche d'un peu plus près, eh ben, on voit que, en fait, la pyramide est constituée de blocs pavés, d'accord, qui sont des pavés. Donc on peut comprendre les angles des cristaux de cette manière-là. Et bien en fait, M. Ahui avait raison. La seule chose qu'il ne savait pas et qui a été découverte après, c'est qu'en fait, cette petite brique élémentaire, elle est décorée d'atomes. Donc ici,
j'ai une structure de cristal dans laquelle on voit ces petites briques élémentaires. Est-ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit comme cristal? Du sel. Voilà, donc on reconnaît avec deux couleurs les atomes de sodium et les atomes de cuivre, hein, qu'importe. Donc c'est un cristal ionique. On a des ions sodium et des ions chlore. Et il s'arrange de manière cubique. Donc à côté de chaque atome de sodium, on ne trouve que des atomes de chlore, et à côté de chaque atome de chlore, que des atomes de sodium. Et il s'arrange comme ça périodiquement en formant des cubes jusqu'à l'infini. Donc ce cristal, on peut le décrire de manière très simple. En fait, on peut dire, voilà, j'ai en fait une cellule élémentaire qui serait ce cube-là, et si j'en prends une infinité identique et que je construis un empilement, eh bien, je vais obtenir du sel. Okay. Donc ça, c'est en empilant des atomes, on voit qu'on peut obtenir du sel, qu'on voit là au microscope. En fait, on peut faire des structures un peu plus compliquées que ça, et au lieu d'empiler des atomes, on peut empiler des objets un tout petit peu compliqués d'un point de vue de la chimie, c'est des molécules. Donc un assemblage de plusieurs atomes, comme ici des molécules d'eau. Si on commence à les empiler, eh ben, on peut obtenir des structures comme celle-là. Si on empile des molécules d'eau et qu'on en fait un solide, ça s'appelle comment? De la glace, exactement. Donc ça, on obtient de la glace qui a cette forme-là, d'accord, ou à l'échelle atomique, cette forme-là. Donc c'est ce qu'on appelle la glace hexagonale. Donc vous voyez chaque molécule d'eau ici, et puis ça colle les unes aux autres en formant des hexagones, comme ça. Alors ça, c'est un film que j'ai trouvé très beau, qui a été fait par un réalisateur, un photographe russe, et qui a filmé la croissance de cristaux de glace. Voilà, donc il y a quelque chose d'étonnant, enfin qui n'est pas si étonnant quand on connaît la structure, c'est que les flocons de neige ont toujours 6 branches. Et la raison pour laquelle ils ont toujours 6 branches, c'est parce que la glace en question est de la glace hexagonale. La structure à l'échelle moléculaire est hexagonale. Donc on a une symétrie qu'on appelle une symétrie 6. D'accord ? Alors ça m'amène à une autre question. Je viens de vous dire que la glace est hexagonale, a une structure hexagonale, mais en fait, à votre avis, est-ce que c'est la seule structure de glace qu'on connaisse? Et si c'est la seule structure de glace qu'on connaisse, et si ce n'est pas la seule structure de glace qu'on connaisse, combien il y en aurait d'autres? Donc, est-ce qu'il y a une seule forme, 5 formes ou 15 formes de structure de glace possibles, à votre avis? Qui dit 1? Il y a quelqu'un qui avait dit 1. Une forme. Qui dit 5 alors? Oui. Qui dit 15? Il y en a qui ne répondent pas alors. Et c'est effectivement 15 formes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la glace qu'on fabrique, nous, quand on refroidit de l'eau, c'est de la glace à partir de l'eau qui n'a subi qu'une seule modification, c'est de changer la température. En réalité, on peut réaliser des cristaux d'une autre manière, pas en diminuant la température, mais en changeant la pression. Donc on peut appuyer sur de la glace, par exemple, dans des cellules en enclume de diamant, et on peut fabriquer de la glace qui aura une structure différente. Et si on explore tout le diagramme de phase, ça s'appelle, en changeant toutes les conditions de pression et de température possibles, et bien on tombe sur 15 formes de glace. D'accord ? Il y a notamment des structures de glace qui sont plus denses que le liquide, et donc si on faisait un glaçon d'eau sous pression, eh ben, elle coulerait au fond du verre, à l'inverse de la glace qu'on connaît, qui est moins dense que le liquide et qui flotte à la surface du liquide. Voilà, alors on peut aussi prendre des molécules plus compliquées que ça. On peut prendre par exemple une molécule de saccharose, et ces molécules de saccharose qui sont plus compliquées que des molécules d'eau, eh ben, elles vont pouvoir s'empiler aussi les unes sur les autres et former un réseau régulier de molécules de saccharose. Et quand on fait ça, eh ben, on obtient des cristaux de sucre. Alors ça, ce n'est pas un processus naturel, il faut cristalliser le sucre pour arriver à ce résultat-là. J'ai d'autres cristaux ici qui sont des cristaux de sulfate de cuivre et qui sont composés d'une molécule très complexe. Donc il y a son petit nom ici. Hein. Donc c'est du sulfate de cuivre pentahydraté. Et cette grosse molécule, eh bien, elle peut s'empiler aussi pour former des cristaux qui ont des formes très particulières, qui sont ces formes-là. Alors, plutôt que de vous le montrer au microscope, parce qu'on ne voit pas grand-chose, je vais vous le faire passer aussi. Et vous pouvez observer par ici. Voilà. Observez ces cristaux de sulfate de cuivre. Et bien, en fait, on peut empiler des molécules encore plus compliquées que ça. Et des molécules comme celle-ci, vous connaissez ce genre de molécules-là? C'est pas de l'ADN, non?
C'est une protéine. Alors une protéine, c'est une macromolécule, c'est composé de milliers d'atomes. Et ces grosses molécules-là, eh ben, elles peuvent aussi s'empiler les unes sur les autres. Et c'est le travail d'expérimentateurs qui sont les biocristallographes qui cherchent les meilleures conditions justement pour fabriquer des cristaux de protéines. Alors moi, je ne suis pas dans mon laboratoire et c'est beaucoup plus facile à cristalliser sur un écran qu'à cristalliser dans la vraie vie. Il faut savoir qu'un biocristallographe, pour arriver à fabriquer un cristal de protéines, il peut avoir besoin de plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, voire le travail d'une vie pour faire cristalliser une seule protéine. D'accord ? Et c'est nécessaire, je vous expliquerai pourquoi, justement pour comprendre la structure de ce cristal de protéines et donc de la structure de la protéine. Alors, une fois qu'on a un cristal comme ça, comment on peut le décrire? Eh bien, comme on a dit tout à l'heure, on prend une brique élémentaire. Donc, cette brique élémentaire, ça peut être ça. D'accord? Et ce petit volume, eh bien, il est décoré d'atomes à l'intérieur. Et si on les place bout à bout, eh bien, on va reconstruire tout le cristal. Donc, ça suffit de connaître exactement ce qu'il y a dans cette petite brique pour connaître tout le cristal. Alors, il y a plusieurs moyens plusieurs méthodes pour le décrire. On peut prendre cette brique qui est décorée de la molécule entière, ou on peut prendre une brique comme ça, rectangulaire, qui contient 2 molécules, ou bien des plus grosses molécules. Enfin, ça, c'est à vous de voir comment vous voulez décrire cet objet-là. D'accord ? Et ça nous amène en fait à la première définition du cristal. Le cristal, c'est un empilement périodique jusqu'à l'infini de briques élémentaires qu'on appelle des mailles, qui contiennent toutes le même motif d'atomes. C'est ça un cristal. Et si on arrive à définir ce que c'est ce petit motif élémentaire, eh ben on a complètement compris ce que c'est que le cristal qu'on est en train d'étudier. D'accord ? Donc il faut trouver un moyen de savoir ce qu'il y a dans cette petite brique élémentaire. Alors, juste une petite parenthèse. Les briques qui sont à notre disposition pour faire un empilement à 3 dimensions, ce n'est pas n'importe quelle forme de brique, parce que si vous prenez une brique qui a une forme quelconque, il y a de fortes chances pour que si vous essayez de faire un empilement, vous n'arriviez pas à empiler tout le volume, mais que vous ayez en fait des trous dans votre structure. Et si vous ne voulez pas qu'il y ait de trous, eh bien, vous êtes obligé de prendre une de ces formes-là. C'est soit un cube, soit ce qu'on appelle une forme quadratique, hexagonale, rhomboédrique, orthorhombique, monoclinique ou triclinique. C'est tout. Il n'y en a pas d'autre pour construire un empilement périodique à 3 dimensions, fait avec des briques comme ça. Alors maintenant, j'en arrive à la deuxième partie, c'est les cristaux, comment ça pousse. Donc on sait que c'est fait de briques élémentaires, mais à la fin, on obtient quand même un résultat qui peut se produire de manière naturelle. Alors vous pouvez aussi le faire de manière synthétique. Et comment on fait ça? Eh bien, il faut dissoudre le matériau que vous voulez faire cristalliser et attendre. C'est pas compliqué. Sauf que si vous faites que ça, il ne va pas se passer grand-chose. Il faut aussi chauffer la solution. Pourquoi? Parce que quand on chauffe une solution, on peut dissoudre plus de matière. Donc si vous faites ça, vous dissolvez énormément de matière à chaud, et ensuite vous laissez refroidir votre solution, et vous allez arriver dans une condition qu'on appelle de sursaturation, où on va avoir un excès de matière qui, en principe, n'aurait pas dû pouvoir être dissous. Donc cet excès non soluble, eh ben, il va cristalliser de lui-même et former des cristaux. Alors la manière dont le cristal va se former peut être très différente en fonction de la cinétique de la réaction. Donc, vous avez fait un petit peu de chimie, vous avez entendu parler de cinétique de réaction? D'accord. Donc en fait, si on veut avoir un très beau cristal, donc, qui va présenter de belles facettes à l'échelle macroscopique et pas un polycristal comme celui-là qui est constitué de plein de cristaux imbriqués les uns dans les autres, il faut contrôler la cinétique de la réaction et il faut que la réaction soit suffisamment lente pour que chaque molécule trouve la place la plus appropriée justement pour faire cette structure tridimensionnelle périodique jusqu'à l'infini. Si la cinétique est trop rapide, eh bien, toutes les molécules s'agglutinent les unes aux autres. Localement, ça fait des cristaux, mais globalement, ça fait ce qu'on appelle un polycristal qui est constitué de l'imbrication de plein de cristaux. Alors ici, on a une cinétique de croissance de ces cristaux de sulfate de cuivre qui a été faite dans un lycée à INI, et ils ont filmé dans un microscope la croissance cristalline. Donc vous voyez les cristaux qui croissent de manière régulière, avec des échelles qui sont pas des échelles micrométriques, hein, c'est visible à l'œil nu, tout ça. Voilà.
Ah, alors si vous pouvez faire ça à la maison. Donc vous pouvez fabriquer votre cristal à la maison. Vous pouvez faire ça avec du sucre. Donc vous allez devoir prendre du sucre, le dissoudre jusqu'à ce que vous arriviez à la saturation, c'est-à-dire que vous ne puissiez plus dissoudre de sucre dans la solution. Et il faut faire ça à chaud et laisser refroidir. Alors par exemple pour du sucre, si on fait ça, si on veut dissoudre du sucre dans 1 litre d'eau à température ambiante, donc même sans chauffer, on prend 1 litre d'eau et on est à 20 degrés. À votre avis, combien vous allez pouvoir dissoudre de sucre? Est-ce que vous allez pouvoir mettre 100 grammes, 800 grammes ou 2 kilos? On notera que Panoramix n'a pas écouté la consigne puisqu'il chauffe sa solution alors qu'on a dit à 20 degrés. Hein. Et la réponse est 2 kg. Donc la solubilité du sucre est très importante et on peut dissoudre énormément de sucre dans une solution. Donc, conclusion, si vous voulez faire la manip chez vous, vous ne prenez pas 1 litre d'eau, mais vous prenez beaucoup moins, 100 ml, ce sera déjà largement suffisant pour arriver à un bon résultat. Alors, ça, c'est une méthode de croissance des cristaux, d'accord ? On peut travailler en dissolvant le matériau qu'on veut faire croître, mais il y a d'autres manières. Et notamment, j'ai des collègues de l'Institut de chimie moléculaire et des matériaux d'Orsay qui utilisent une autre méthode qui s'appelle la méthode du four à images. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste encore à faire chauffer le matériau, mais simplement en utilisant de la lumière, cette fois-ci. Donc et on va utiliser le principe de la parabole. Donc vous savez que quand des rayons lumineux arrivent sur une parabole, ils sont tous refocalisés vers un point, hein, qu'on appelle le foyer de la parabole. Et on peut arriver à des températures très importantes si on se place au foyer d'une parabole éclairée. Donc le dispositif expérimental, il est là. Vous avez des paraboles comme ça. Il y en a 2 autres ici qui sont ouvertes. Ensuite, on ferme l'enceinte et au centre, là, on va placer un matériau qu'on va... une poudre, hein, donc avec la composition du cristal qu'on va obtenir, et on va faire chauffer à l'aide du four à images ce matériau. Donc ici, vous voyez l'expérience en train de se faire. Vous avez dans la partie supérieure la poudre qui a été compactée, qui contient les bons ingrédients pour faire le cristal. Ici, vous avez la partie qui est au foyer des paraboles, donc qui devient liquide, et on fait tourner à petite vitesse le bas par rapport au haut, et tout en bas se forme un cristal qui est un monocristal, c'est-à-dire que les atomes et les molécules sont empilés de manière très régulière dans la partie inférieure, alors qu'ils ne le sont pas dans la partie supérieure. Voilà. Ça va ? Alors, on va en arriver à une autre partie. Je vous parle de cristaux parfaits, d'ordre périodique jusqu'à l'infini, etc. Mais en réalité, dans la nature, et aussi dans les cristaux synthétiques, les cristaux ne sont pas si parfaits que ça. Donc vous avez ici un exemple de quartz. Hein, donc vous avez plusieurs cristaux de quartz qui poussent un petit peu en fleurs comme ça. Mais en fait, si vous trouvez des défauts dans ce cristal-là, par exemple si vous rajoutez du fer ou s'il y a du fer qui rentre à l'état naturel dans ce cristal-là, eh ben on obtient un autre cristal qui va avoir des propriétés différentes. La propriété qui saute aux yeux, notamment, c'est qu'il n'est pas de la même couleur. On lui a donné un autre nom, c'est de l'améthyste. Si vous n'avez pas du fer, mais de l'oxyde de fer qui vient comme impureté dans ce cristal-là, vous obtenez un cristal qui a une couleur jaune, qui s'appelle de la citrine. Et ça, c'est vrai pour tout un tas de cristaux. Donc c'est vrai pour les saphirs. On trouve des saphirs de tout un tas de couleurs en fonction des impuretés qu'ils contiennent. Ça peut être du fer, du titane, du vanadium, du chrome. Pour les émeraudes, hein, qui sont des béryls, donc vous avez la formule ici. Et en fonction des impuretés que vous avez, vous allez obtenir plusieurs couleurs. D'accord ? Alors, est-ce que c'est gênant d'avoir, à votre avis, des défauts dans les cristaux ? Non, ce n'est pas gênant. Simplement, ça va changer leurs propriétés. Et donc, si on veut obtenir des propriétés particulières pour un cristal, il va falloir être capable de maîtriser les défauts. Et il y a un célèbre physicien qui s'appelait Frédéric Charles Frank qui a dit « Les cristaux sont comme les humains, ce sont leurs défauts qui les rendent intéressants. » Alors, moi, je rajouterais qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop quand même. Alors, c'est vrai pour les humains et pour les cristaux. Des défauts, en fait, on en trouve de plein de sortes. Je vous ai parlé des impuretés qui viennent se loger dans la structure de départ. Ça, c'est ce que j'appellerais des défauts de dimension 0, d'accord, ponctuels, qui viennent en addition du cristal d'origine, mais on peut trouver d'autres types de défauts de dimension 0. C'est par exemple un atome qui manque ou un atome supplémentaire ici dans la structure. On trouve aussi des défauts de dimension 1. Je suis désolé, j'ai écrit rouge sur rouge, là, c'est pas très heureux.
des défauts de dimension 1 où vous voyez dans la structure de départ, on a enlevé un demi-plan atomique ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle une dislocation. Et ça explique aussi énormément de propriétés des matériaux. En dimension 2, le premier défaut qu'on trouve, c'est la surface, hein, puisque l'infini étant l'infini, si on met une surface, ça s'arrête, et donc c'est un défaut de la structure. On a aussi des fautes d'empilement, je vous en montrerai tout à l'heure, et en dimension 3, on a aussi des précipités. Alors, les propriétés physiques associées, c'est principalement les propriétés optiques, comme la couleur pour les défauts ponctuels, et des propriétés mécaniques, par exemple, pour les défauts de dimension 1. Donc un matériau, on va pouvoir le tordre si on est capable de faire bouger ces défauts-là. Et si on veut un matériau résistant, il va falloir être capable de bloquer le mouvement de ces défauts-là. Donc il va falloir inclure des choses dans le matériau pour arriver à le bloquer. Donc suivant que vous vouliez réaliser un matériau fragile qui puisse se tordre ou qui est très dur, au contraire, eh bien, vous allez essayer de contrôler ces défauts. On va maintenant essayer de comprendre comment on sait où sont les atomes dans les cristaux. Comment on a su il y a 100 ans. Parce que vous n'êtes pas obligé de me croire, après tout, je suis sûr que vous n'avez pas vu avec vos yeux où étaient les atomes dans un cristal. Moi, je vous dis, les atomes de sodium et de chlore, ils sont là, mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Hein. Alors, on va essayer de comprendre comment on a pu prouver ça expérimentalement. D'accord ? En fait, la difficulté en cristallographie, c'est de voir les atomes. Hein, on est d'accord. Pourquoi on ne les voit pas, les atomes ? Parce qu'ils sont trop petits. Donc, la manière expérimentale de faire, c'est de trouver quelque chose qui permette de grossir ce qu'on ne voit pas. Donc, quand on ne voit pas quelque chose, on utilise un microscope. Ok, on utilise un microscope, on l'a fait tout à l'heure. Est-ce qu'on a vu les atomes? Non. Donc, on va chercher autre chose. Actuellement, en fait, et depuis un certain nombre d'années, il existe des microscopes qui sont capables de voir les atomes, qui s'appellent des microscopes électroniques. Donc on en a des exemples dans notre laboratoire. C'est une colonne comme ça où circulent les électrons, on met l'échantillon dessous, et le faisceau d'électrons est tellement petit qu'en fait il peut savoir si on a une colonne d'atomes ou si on n'a pas de colonne d'atomes à l'endroit où on regarde. Alors ça ne marche, donc vous voyez ici c'est une image qui a été prise avec un microscope électronique, on voit les positions des atomes. Notez l'échelle ici, 10 nanomètres, la position entre deux atomes, c'est plus petit que ça. Okay. Donc ça, c'est une méthode qui marche actuellement, mais en fait, qui nécessite de faire une préparation d'échantillons qui consiste à l'amincir énormément. Les électrons, ils interagissent énormément avec la matière, et donc ils ne vont pas pouvoir pénétrer profond dans la matière, et il va falloir donc avoir des matériaux qui ne font que quelques couches atomiques d'épaisseur. On a d'autres techniques qui consistent à regarder la surface des cristaux. C'est ce qu'on appelle la microscopie à effet tunnel, par exemple. Donc on va approcher une pointe très pointu au-dessus d'un échantillon, et notamment il faut qu'il n'y ait qu'un seul atome qui soit à la pointe. On va l'approcher très près, et en fait si on l'approche très près, il y a des électrons qui peuvent sauter dans la pointe, et quand ça se passe, eh ben, ça donne une intensité mesurée, enfin un courant mesuré dans la pointe qui est différent, et donc vous voyez que si on fait une cartographie des courants qu'on mesure dans la pointe, on observe ça, et chaque point jaune, c'est la position d'un atome. Alors expérimentalement, ça n'a pas été fait comme ça. Ça, c'est des techniques assez récentes qui nécessitent d'avoir une technologie particulière. On a utilisé de la lumière sur des cristaux. Et cette lumière qu'on a envoyée sur un cristal, on a tiré profit comment on appelle ça, d'un comportement de la lumière qu'on appelle la diffraction. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de diffraction? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est la diffraction? Donc, on prend un faisceau lumineux, d'accord? Comment on va pouvoir faire de la diffraction? Vous en avez peut-être vu déjà chez vous si vous avez des rideaux. Si vous avez des rideaux et que vous regardez à travers ces rideaux, par exemple un réverbère éloigné, vous avez peut-être déjà vu ce genre de choses. Vous voyez là? Qu'est-ce que c'est ça? Vous y voyez ou pas? On voit une petite croix, d'accord? Alors je vais essayer d'éclairer cette petite croix avec un autre laser un petit peu plus lumineux. Je vais changer la couleur tant que j'y suis. Donc je prends un autre laser, hein, c'est toujours un pointeur qui fait un petit point vert. Et donc si je passe à travers ce rideau, voilà ce que je vois. D'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé quand la lumière est passée à travers le rideau?
elle s'est répartie et elle s'est fractionnée en plusieurs faisceaux différents. Vous voyez, si vous regardez attentivement, on voit des points lumineux un peu partout, au centre notamment. On voit aussi deux grandes traînées, horizontales et verticales, en forme de croix. D'accord ? Alors, à votre avis, est-ce que c'est l'ombre du rideau, par exemple, ça? Non, ce n'est pas l'ombre du rideau. Si c'était l'ombre du rideau, il n'y a pas de raison qu'on voit quelque chose plus gros que ce qu'on avait au départ avec notre réseau de fils. C'est ce qu'on appelle la diffraction. Donc dans le mot diffraction, encore, il y a le mot fraction. Donc on a fractionné notre faisceau. Et donc la lumière a changé de comportement quand elle a rencontré cet objet-là. On va essayer de comprendre un peu mieux le phénomène en mettant un autre type de grille. Alors, qu'est-ce que c'est un rideau? En fait, c'était simplement un réseau de fibres de tissu, d'accord, qui faisait un maillage carré. Donc là, j'ai mis devant mon pointeur laser un autre réseau carré, sauf que cette fois-ci, la distance entre les traits est beaucoup plus serrée. Donc c'est la même chose, hein, un réseau carré, sauf que c'est plus serré. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être... Bon, on n'a qu'à faire l'expérience, on va voir. Voilà ce qui se passe. D'accord? Alors, est-ce que c'est le même comportement que ce qu'on a vu avant? En fait, oui, c'est le même comportement, sauf que ce qu'on voit là, c'est un zoom sur ce qu'on avait vu tout à l'heure avec le rideau. Un zoom sur le centre. Okay? Vous vous rappelez, je vous remontre ce qu'on voyait avec le rideau au centre. Si vous avez regardé attentivement, vous avez vu des petits points qui sont au centre. Vous les voyez? Eh bien, on a fait un gros zoom sur ce centre. Et je n'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai juste changé la distance entre les traits de ma grille. Donc ça, c'est intéressant. Plus je prends une grille serrée, plus mon image est tirée. D'accord? Alors ça, c'est aussi impressionnant parce que ces points lumineux, ils ne sont pas répartis au hasard. Ils sont suivant un réseau carré. Et ça ne doit pas être le hasard. En fait, ils ont la même symétrie que la grille que j'éclaire. Si je tourne ma grille de 90 degrés, je tourne aussi mon réseau, d'accord, mon réseau de points lumineux, ou une image de diffraction. Donc on peut conserver ça en tête aussi, c'est que l'image que je vois sur l'écran, l'image de diffraction, elle a la même symétrie que ma grille. C'est-à-dire si j'ai une symétrie d'invariance par rotation comme ça, si ça ne change pas quand je tourne de 90 degrés, ma grille, ça ne doit pas changer le cliché de diffraction non plus. Très important. Autre chose, en fait, on peut mesurer la distance entre deux points lumineux et remonter directement à la distance entre deux traits du réseau. Et pour ça, il faut savoir qu'est-ce qui ferait changer la distance entre deux points lumineux ici. Donc il y a d'abord évidemment la distance entre deux traits de mon réseau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui ferait varier la distance entre deux points lumineux? La distance entre le laser et le mur. Alors la distance de la source, j'ai entendu, c'est un peu un piège parce que si je laisse ma grille ici mais que j'éloigne ma source, j'aurai toujours la même chose. Il faut vraiment changer la distance d'observation de l'écran. Okay? Donc ça, effectivement, c'est un autre paramètre. Qu'est-ce que je pourrais changer encore? C'est tout? Il y a une dernière chose que je pourrais changer qui pourrait changer la distance entre les points lumineux. Pas l'intensité de la lumière, ça changera l'intensité de chaque point lumineux. La longueur d'onde, voilà. Vous avez tous entendu parler de longueur d'onde? Donc la longueur d'onde, c'est la couleur dans le visible. Donc si j'éclaire ma grille avec par exemple du rouge à la place du vert, je vais obtenir des distances entre les points qui sera différentes. Alors je veux bien essayer, hop là, ça va? Je veux bien essayer avec mon laser rouge à travers ça, mais je ne suis pas sûr qu'il soit suffisamment puissant. Alors il est où? Il faut bien viser. Non, il n'est pas assez puissant, il ne passe pas à travers. Bon, tant pis. C'est une expérience ratée. Ça arrive souvent. Voilà. Donc, ça c'est assez intéressant. À votre avis, si j'éclaire un cristal donc avec un faisceau de lumière, est-ce qu'il va se produire la même chose? Eh bien, normalement, oui. Pourquoi il se produira la même chose? Parce que c'est un maillage, exactement. Notre réseau d'atomes, ce n'est qu'une grosse grille, d'accord? Une grosse grille, avec en plus le bon goût d'avoir un pas très serré. Donc, comme j'ai un pas très serré, je devrais voir la même chose, sauf que ça devait être encore plus étalé. D'accord? Donc, on va faire l'expérience. J'envoie de la lumière sur mon cristal. Ça marche?
Vous avez vu un réseau de points lumineux, vous? Non, ça ne marche pas. Donc je dois me tromper quelque part. Je ne vois pas de réseau de points lumineux et je ne vois pas l'image de ma grille par diffraction. Donc c'est sûrement que j'ai un paramètre dans mon expérience qui ne va pas bien. La longueur d'onde. Donc on a en fait utilisé là de la lumière verte sur une grille, mais pour voir le phénomène de diffraction, il faut que la longueur d'onde de la lumière qu'on utilise soit plus petite que le pas de la grille qu'on est en train de regarder. Or, la longueur d'onde de la lumière visible, vous savez combien c'est? Et l'unité? Nanomètre. Donc c'est à peu près un demi-micromètre. Or, mes atomes, vous avez vu l'échelle tout à l'heure sur l'image de microscopie électronique, ils sont distants de moins de 10 nanomètres. D'accord? Ils sont en fait distants d'une fraction de nanomètre. Et on a une unité en cristallographie qu'on appelle l'angstrom, qui est un dixième de nanomètre. Donc il faut utiliser la lumière qui va bien pour voir ça. Et en fait, dans le spectre de la lumière, vous avez dû voir ça déjà un certain nombre de fois, vous savez que si on regarde en fonction de la longueur d'onde du rayon lumineux, quel genre de rayonnement on a, la partie visible n'occupe en fait qu'une toute petite partie du spectre. D'accord ? Les plus grandes longueurs d'onde, on trouve les infrarouges, micro-ondes, ondes radio, etc. Et si on réduit la distance, on va vers les UV, les rayons X et les rayons gamma. Nous, on a dit qu'on était, donc là c'est en nanomètres, hein, cette échelle, nous on est en dessous du nanomètre, le nanomètre c'est 10-9 mètres, on est typiquement dans l'angstrom, et on tombe pile dans une région du spectre qui s'appelle les rayons X. Donc on va devoir utiliser cette lumière pour faire l'expérience et voir la diffraction par un cristal. Alors non, je n'ai pas amené de rayons X aujourd'hui. Alors la raison pour laquelle on a réussi, il y a seulement 100 ans, à comprendre pourquoi les cristaux étaient faits comme ça, c'est parce que les rayons X, on les a découverts en 1895. C'est M. Röntgen. Donc il s'est rendu compte qu'il avait des sources d'un rayonnement qui permettait de voir des choses sur des plaques photo. Là, il a gentiment demandé à sa femme de mettre sa main dans le faisceau et on voit que ça traverse la matière. Pas de la même manière si c'est de la chair ou si c'est des os. Et donc c'est un rayonnement particulier et il l'a appelé rayon X. Et bien en fait, on va faire cette expérience, nous, en laboratoire. Notre travail. Quand on fait une expérience de diffraction, on met un échantillon dans un faisceau de rayons X et on observe avec un écran derrière la même image que ce qu'on a vu tout à l'heure avec le faisceau laser comme ça. D'accord ? Alors, j'ai pas pris excusez-moi, je vais revenir là. J'ai pas pris de rayons X avec moi, mais j'ai pris un petit montage qui va me permettre de vous montrer ce qu'on voit quand on a différents états de la matière et qu'on l'éclaire avec des rayons X. Donc ce petit montage, c'est le suivant. Donc ici, j'ai pris un empilement de billes métalliques que j'ai placé sur mon rail ici. Et cet empilement de billes, il va simuler les atomes dans mon matériau. Okay ? Donc on va pouvoir simuler différents états de la matière. Vous pouvez vous le faire passer aussi et essayer de jouer avec ça. Alors il va pouvoir simuler plusieurs états de la matière. Ici on a des atomes qui sont empilés. Alors je vais peut-être même éteindre ma... Non, c'est pas mieux. J'allume ma lampe. Ma lumière ne sert à rien à part à éclairer mon objet par derrière, d'accord ? Donc, si mes atomes sont empilés de cette manière-là dans mon échantillon, est-ce que j'ai un cristal ? Non. Pourquoi ? J'ai rien compris, mais sûrement que vous avez dit parce qu'ils sont mal empilés. Alors, si je fais ça, est-ce que j'ai un cristal ? Est-ce que j'ai un solide seulement ? Ce serait quoi alors ? Un liquide. Donc dans un liquide, on a des atomes ou des molécules qui sont très mobiles les uns par rapport aux autres et qui se promènent comme ça. Okay ? Ça simule un liquide. Donc si je veux fabriquer un solide, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à partir d'un liquide ? Que je le refroidisse, en fait que je le rende plus dense, d'accord ? Donc je vais le rendre plus dense, je fais ça, et j'obtiens toujours pas un cristal. En tout cas, j'ai un solide cette fois-ci. Alors dans ce solide, qui n'est pas un cristal donc, en fait il y a des régions où c'est plutôt bien empilé, vous voyez ? Ici c'est bien empilé, ici c'est bien empilé, etc.
Là, on a des régions bien empilées. On appelle ça des grains. D'accord ? Chaque petit grain individuellement est comme un petit cristal, sauf qu'il est entouré d'autres grains qui sont désorientés par rapport à lui. On appelle ça en fait un polycristal. C'est un état très courant dans notre entourage. Hein. Si vous prenez n'importe quel métal et que vous vouliez voir où étaient les atomes dans ce métal, eh ben, vous tomberiez la plupart du temps sur une structure comme ça. Alors non seulement il y a des grains comme ça, mais il y a d'autres choses. Là, il y a des trous, vous voyez ? Eh ben, ces trous, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est les défauts ponctuels, les défauts à 0 dimension, qui confèrent leurs propriétés optiques aux matériaux. On a aussi des défauts linéaires à 1 dimension, là. Ça, c'est les fautes d'empilement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on voit qu'ici, normalement, les petites billes, elles devraient être entre deux autres, et en fait, elles se sont mises juste en face. Et ça s'appelle une faute d'empilement. Et les fautes d'empilement, en fait, on peut les faire bouger assez facilement. Alors, il faudrait que j'éclaire peut-être une région de la partie supérieure. Vous voyez que si je donne un petit peu d'énergie à mon système, si je l'aide comme ça, eh ben, les fautes d'empilement, elles se déplacent toutes seules. Vous voyez ? Et si je fais ça, eh ben, en fait, je peux construire de plus gros grains. Donc si je regarde mon cristal maintenant, il a de plus gros grains. Alors ça, c'est une technique qui est utilisée en chimie aussi. Moi, je tape dessus, mais en chimie, on peut juste changer un petit peu la température, réchauffer un petit peu le matériau. Ça fait se propager les défauts et ça rend le matériau plus parfait. D'accord ? Ça donne de plus gros grains. C'est ce qu'on appelle un recuit d'échantillon. Alors pour ceux qui ont l'empilement parmi vous, là, vous pouvez essayer de faire un monocristal maintenant. Alors pour faire un monocristal, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si je veux faire un beau cristal, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout à l'heure, je suis passé de l'état liquide à l'état solide de manière brutale, comme ça. Et donc quand je fais ça, je fais plein de défauts. Mais si je veux faire un beau cristal, il faut que la cinétique soit lente, on a dit tout à l'heure. Donc il faut laisser le temps à chaque bille de venir s'empiler correctement. Donc je vais faire ça. Je me suis entraîné, hein, donc j'arrive à le faire à peu près. Hop. Voilà. Et bien quand je fais ça, j'arrive à faire un gros grain qui est complètement bien empilé, mis à part quelques lacunes ici, qui sont dans mon cristal, et qui sont très difficiles à enlever d'ailleurs. Alors maintenant, mon petit programme, mon petit logiciel là, il permet aussi de calculer ce qu'on verrait si on envoyait des rayons X sur un tel matériau. Donc si j'avais des rayons X et que mon échantillon c'était ça, voilà ce que je verrais sur un écran que je place derrière. Eh ben, je verrais des points lumineux, comme on a vu tout à l'heure, avec le laser. Alors, ce n'est pas exactement la même figure que quand on avait le laser. Tout à l'heure, vous vous rappelez, on avait ce genre de motif. Et maintenant, on n'a plus exactement ça. Quelle est la différence ? J'arrive pas à le superposer. C'est décalé. Alors, ce n'est pas que décalé. Tout à l'heure, on voyait des points lumineux qui sont sur un réseau carré. Maintenant, ils sont sur un réseau hexagonal. Et on a dit tout à l'heure, si je vois un réseau hexagonal ici, ça veut dire que ça a la même symétrie que l'objet que je regarde. Ça veut dire que cet objet-là, il a une structure hexagonale. Est-ce que c'est le cas ? Eh bien oui, si on prend un atome et qu'on regarde autour, on voit bien un hexagone composé de 6 autres atomes. Et il faut bien se rappeler que quand on fait une expérience en envoyant des rayons X sur un cristal, on ne sait évidemment pas où sont les atomes. Là, on les voit, mais en réalité, on ne sait pas. Et donc, rien qu'en voyant une image comme ça, en diffraction, on sait que les atomes sont empilés de manière hexagonale. On peut faire la même chose que tout à l'heure et mesurer la distance entre deux points lumineux, et ça va nous donner la distance entre deux atomes du cristal. Et si on a fait ça, eh ben on connaît la forme de la brique élémentaire, c'est un petit hexagone, et on connaît sa taille. Eh ben on a défini complètement notre cristal, on a défini notre cristal complètement. Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations sur d'autres états de la matière, comme l'état polycristallin ? Donc, si je réinsère plein de défauts dans mon polycristal, voilà ce qu'on obtient maintenant. Alors, on n'a plus des hexagones comme on avait dans le cas du cristal parfait. Qu'est-ce qu'on voit maintenant ? Des cercles concentriques. Et ces cercles concentriques, eh bien, on peut aussi en dire quelque chose. Nous, on aime bien mesurer, les scientifiques. Alors, on peut mesurer quelque chose d'un cercle. C'est son rayon. Eh bien, comme tout à l'heure, comme pour la distance entre deux points lumineux, le rayon du cercle va nous donner la distance moyenne entre deux atomes du cristal. Donc, c'est à peu près sûrement la même distance que quand on avait des hexagones. L'autre chose, c'est que la symétrie de cette chose-là, ça a la même symétrie que cet objet-là. Or, la symétrie d'un cercle, c'est de pouvoir
tourner autour de son centre de n'importe quel angle. Ça veut dire qu'on a une invariance par rotation, ça s'appelle. Eh bien, notre cristal, c'est la même chose, puisqu'en fait, il est composé de grains qui sont tous désorientés de n'importe quel angle, et donc il n'a pas de direction préférentielle, et c'est pour ça que la symétrie qu'on voit en diffraction, c'est un cercle. Alors, on va essayer de savoir si on peut dire quelque chose d'un liquide. Alors, je vais essayer de faire un liquide pas trop moche. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit avec un liquide en diffraction? Encore des cercles. Eh bien, la raison, c'est toujours la même. On voit des cercles parce qu'un liquide n'a pas d'orientation privilégiée. Par contre, les anneaux qu'on voit ne sont plus aussi bien définis en termes de diamètre. Vous voyez qu'ils sont assez diffus. Donc, on peut donner un diamètre, mais avec une imprécision assez importante. Et ça, c'est parce que la distance entre les molécules dans un liquide, eh ben, elle peut être grande ou petite en fonction de l'endroit où on regarde. D'accord ? Donc voilà comment on arrive, grâce à la diffraction des rayons X, à dire énormément de choses sur la structure non seulement des cristaux, mais la structure de la matière en général. Et donc c'est ce qu'ont fait ces gens-là, il y a 100 ans exactement. Donc Max von Laue, qui était un Allemand, a fait de la diffraction sur du sulfate de cuivre. Alors il a vu ça, hein, c'était la première expérience, il a fait ce qu'il a pu, c'est pas extraordinaire, mais il a refait l'expérience avec un autre matériau très rapidement après, et il a vu ces belles taches, et à partir de ces taches de diffraction, il a pu déterminer la structure d'un cristal cubique qui est le ZNS, qu'on appelle la Zengblende. Et en fait, il n'a pas compris. Il n'a pas compris lui-même pourquoi il voyait des taches de diffraction. Il a fallu attendre l'année suivante que ces deux personnes, le papa William Henry Bragg et le fiston William Lawrence Bragg, pour comprendre que ça, c'était justement la preuve qu'un cristal, c'était périodique. D'accord ? Et ils ont eu chacun un prix Nobel en 1914 et 1915. Alors, ça c'est M. Röntgen quand il a découvert les rayons X il y a un peu plus de 100 ans. Et voilà maintenant le genre d'endroit où on travaille, où on produit des rayons X. Donc vous voyez la différence d'échelle entre le montage expérimental qu'utilisait M. Röntgen et le montage expérimental qu'on utilise nous maintenant. Mais pourtant, ce qu'on fait, l'expérience qu'on fait, c'est exactement la même, c'est la diffraction des rayons X. Et en fait, il n'y a pas que les physiciens qui font de la diffraction des rayons X, c'est toute une communauté que vous pouvez rencontrer au synchrotron, de biophysiciens, de personnes qui travaillent sur des protéines et des médicaments, bon, pour des raisons médicales, des gens qui étudient de la géophysique, d'autres des phares qui étaient utilisés dans l'Antiquité, par exemple, des peintures, donc connaître la structure et la composition des peintures de l'époque. Alors en art, évidemment, les pavages sont très utilisés, en maths aussi, dans l'architecture, on s'en inspire, dans les aliments, on trouve des cristaux, dans le chocolat, par exemple. En minéralogie, ça va sans dire, en chimie, physique, et pour les raisons technologiques. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, ce sont leurs propriétés qui nous intéressent, à ces cristaux. Donc, que ce soit leurs propriétés optiques, que ce soit leurs propriétés mécaniques, électriques ou électroniques, pharmacologiques, puisque les médicaments sont des cristaux, hein, ce sont des poudres où chaque grain de la poudre est un cristal composé d'une molécule particulière. Les cristaux biologiques, on en a parlé, et les propriétés magnétiques, et j'en passe. Est-ce que vous avez eu le temps, avec la calcite, de regarder sur un bout de papier, voir ce que vous voyez? Vous ne l'avez pas eu? Je le veux à la fin. Hein. Il est où le cristal de calcite? Ah, d'accord. Bon, pour ceux qui l'ont eu, est-ce que vous avez vu ça? Eh bien, en fait, ce cristal, il dédouble les faisceaux lumineux, et ça, c'est lié à sa structure. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas eu, c'est lié à sa structure, qui est rhomboédrique, et la lumière ne voit pas dans chaque direction de propagation le même environnement, et donc les indices optiques de ce cristal-là sont très compliqués. Le graphite et le diamant, eh bien, en fait, les deux sont composés seulement de carbone, mais la structure confère aux deux matériaux des propriétés complètement différentes. Et ça, c'est lié à leur structure. Donc la structure du graphite, c'est la structure suivante, c'est composé de plans de graphène, ça s'appelle, qui sont des plans en nid d'abeille, vous voyez, où sur chaque sommet du nid d'abeille, on va trouver un atome de carbone. Et ces plans, eh ben, ils sont très peu corrélés les uns aux autres. Donc en fait, ils peuvent s'effeuiller très très facilement. Et vous avez déjà vu que si vous avez eu un bout de graphite à la main, que ça s'effrite facilement. Le diamant, à l'inverse, c'est un matériau où les atomes de carbone sont très très
compactée, donc dans une structure très dense qu'on appelle la structure diamant d'ailleurs, qui est une structure cubique et à l'intérieur de laquelle on trouve d'autres atomes de carbone. Alors, les propriétés optiques, les propriétés de ces matériaux sont complètement différentes, évidemment. D'abord, les propriétés mécaniques. Le graphite est très friable alors que le diamant est un des matériaux les plus durs qu'on connaisse. La raison pour ça, évidemment, c'est que les plans de graphène ici peuvent s'arracher facilement. Le graphite conduit le courant dans les plans, alors que le diamant est un isolant électrique. La raison pour ça, c'est que chaque atome de carbone ici est attaché à 3 autres atomes de carbone, et donc il a un électron libre qui ne sert pas à faire une liaison avec un carbone voisin. Du coup, eh ben, il peut servir au transport de courant. Dans le diamant, ce n'est pas le cas. Chaque atome de carbone est attaché à 4 autres atomes de carbone, et du coup, structurellement, il n'y a plus d'électrons libres, ils sont tous utilisés pour faire des liaisons covalentes, et donc ce matériau est un isolant électrique. Le graphite conduit moyennement la chaleur, alors que le diamant est un excellent conducteur thermique. Et évidemment, les propriétés optiques sont différentes. Celui-ci est opaque à la lumière visible, hein, pour la même raison, c'est qu'il a des électrons libres, donc il peut capter des photons de lumière avec ces électrons, alors que le diamant, eh ben, il ne peut pas, du coup il est transparent. Et évidemment, les applications sont complètement différentes. On va plutôt faire des crayons à papier avec du graphite et pas du diamant. Pourquoi? Parce qu'on peut déposer les feuillets de graphène sur une feuille pour écrire. Et le diamant, on va s'en servir non seulement pour ses propriétés optiques qui le rendent beau, hein, esthétique, mais aussi pour ses propriétés de dureté. Donc vous avez sûrement entendu parler d'usinage et d'abrasion avec des lames diamantées. Eh bien, on dépose des petits diamants synthétiques sur ces appareils pour pouvoir couper des matériaux très durs. Donc les applications sont très diverses, hein. C'est des applications mécaniques, c'est des applications piézoélectriques, vous avez déjà peut-être entendu parler de ça. Donc sur certains matériaux qui ont des structures comme ça, si on appuie dessus, eh ben, ils produisent une tension. Eh ben, ça, on s'en sert tous les jours, sans le savoir forcément. Mais le quartz, c'est un de ces matériaux, on s'en sert notamment dans les montres. On s'en sert pour faire des microbalances. Si on met un quartz ici et qu'on pose un objet dessus, eh ben, on déforme légèrement le cristal de quartz qui va produire une tension qui est proportionnelle à la déformation qu'on lui a appliquée. Donc en mesurant cette tension, on peut peser des objets très légers. Dans le domaine de la biocristallographie, c'est un domaine qui se sert énormément de la diffraction des rayons X pour déterminer les structures de protéines. Donc il mesure des clichés de diffraction qui ressemblent à ça. Ça a donné énormément de prix Nobel aussi pour la structure de l'ADN, pour la structure de la vitamine B12 qui est une énorme molécule en 1954, ils ont fait ça, hein. L'insuline en 1969 et le ribosome récemment qui est une molécule extraordinairement compliquée comme celle-là. Je vais passer très rapidement sur les quasi-cristaux, mais simplement un prix Nobel aussi en cristallographie a été décerné à des personnes qui ont trouvé des symétries 5 dans des cristaux. Donc les symétries 5 sont interdites, on ne peut pas en principe empiler périodiquement de pentagones à 2D ou d'objets qui sont constitués de faces pentagonales à 3 dimensions. Et en réalité, il y a des structures, enfin la nature a réussi à faire des structures à 3 dimensions qui produisent, lorsqu'on éclaire ces structures, des taches de Bragg avec des rayons X, mais en fait, ce ne sont pas des structures périodiques. Et une des choses les plus importantes, c'est que ça nous a amené à changer la définition d'un cristal, puisque là, j'avais écrit la première définition, c'était que c'est un empilement périodique jusqu'à l'infini de briques élémentaires, toutes identiques, qui ont un motif d'atome. Quand on a découvert ces cristaux, on a été obligé de les accepter comme des cristaux, on les a quand même appelés des quasi-cristaux seulement. Mais on a changé la définition d'un cristal. Alors maintenant, la définition d'un cristal, c'est très compliqué, et elle repose sur le cliché de diffraction. Donc, par cristal, on désigne un solide dont le diagramme de diffraction est essentiellement discret. Discret, en maths, ça veut dire pas continu, d'accord? Donc c'est constitué de taches lumineuses qui ne sont pas continues. Et par cristal apériodique, un cristal dans lequel la périodicité tridimensionnelle peut être considérée absente. C'était mieux l'empilement périodique jusqu'à l'infini, c'est déjà pas mal. Mais voilà la définition actuelle qu'on peut trouver en cristallographie. Je termine avec cette dernière question. Donc ça, ce sont des clichés de diffraction ou une partie de clichés de diffraction qui ont été mesurés récemment, en fin 2013. Alors on distingue ici des anneaux. Alors c'est 2 clichés différents avec 2 échantillons différents. On distingue des anneaux, on voit que la moitié, hein, il faut imaginer que l'autre côté est là. Et la question, c'est la suivante. À votre avis,
où ont été mesurés ces clichés de diffraction? Alors, dans un synchrotron, c'est non. Alors, la première chose, c'est qu'on observe des anneaux, hein, donc on n'a pas affaire à un cristal parfait, un monocristal. On a affaire sûrement à une poudre. Ce n'est pas un liquide parce que les anneaux sont assez fins. Donc, il y a une poudre qui a été mesurée quelque part et qui a révolutionné un petit peu le monde de la physique. Dans l'espace, oui. Alors, on est dans l'espace nous aussi, hein, mais où dans l'espace? Sur la Lune, c'est pas sur la Lune. Sur Mars, exactement. Donc vous devez savoir que sur Mars, il y a ce petit robot là qui s'appelle Curiosity qui a été déposé il n'y a pas très longtemps et qui fait plein d'expériences. Il est tout seul, enfin il a d'autres robots avec lui, mais il occupe son temps en faisant des expériences. Et donc il fore le sol martien et il a un appareil de diffraction de rayons X embarqué, qui a été fait par des Français d'ailleurs. Et il mesure différents échantillons dans le but de répondre à un certain nombre de questions, dont une, y a-t-il de l'eau sur Mars? Et à partir de ces clichés de diffraction, donc il a mesuré des silicates, des argiles sur Mars, et il y a une différence entre ces deux clichés de diffraction. Est-ce que vous voyez laquelle? Pardon? Au centre, exactement. Donc ici, vous voyez que, alors c'est une échelle de couleurs, hein. Bleu c'est quand il n'y a pas d'intensité lumineuse, et vert un peu plus, et rouge quand il y en a beaucoup. Donc là, il n'y a pas d'intensité lumineuse là, alors qu'on en a ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle un anneau typiquement de liquide, comme on a vu tout à l'heure, hein, qui pourrait suggérer que dans certaines argiles, eh ben, on a de l'eau à l'état liquide. Voilà, mais c'est encore en cours d'investigation. Voilà, et je m'arrête là, et je vous remercie pour votre attention. Vous pourriez nous dire un petit peu, quand puisque vous allez régulièrement au synchrotron, est-ce que vous pourriez nous dire très grossièrement comment ça se passe une manipulation? Est-ce que c'est immédiat ou est-ce que... Eh ben, il y a plusieurs types de manipulations. Il y a des expériences comme les expériences de biocristallographie que je ne fais pas moi, hein, mais qui prennent très peu de temps. C'est assez bien automatisé comme expérience. Donc, les biocristallographes, une fois qu'ils ont réussi à synthétiser leur cristal de protéines, l'envoient directement aux personnes des synchrotrons et ils font l'expérience très rapidement. Nous, on fait des expériences qui sont plus longues en général. Donc, on doit mettre en œuvre toute l'installation expérimentale. On vient avec ce qu'on appelle un cryostat, souvent. Donc, c'est une enceinte dans laquelle on va pouvoir refroidir les échantillons à très basse température. Et ensuite, on utilise des faisceaux qui doivent avoir certaines propriétés de cohérence. Donc, il faut faire un alignement optique des rayons X qui prend du temps. Donc, ça se prépare à l'avance, évidemment. Il faut avoir les bons échantillons, etc. Et l'expérience en elle-même dure 7 jours. Et sur ces 7 jours, on est une équipe de 4 personnes, en gros, en général. Et on travaille 7 jours sur 7, pendant ces 24 heures sur 24, pendant ces 7 jours d'expérience. Donc voilà, c'est notre vie d'expérimentateur où on dort sur l'expérience, en général. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir dans les laboratoires. Ce n'est pas des endroits clos, c'est des endroits que vous pouvez venir visiter. Que ce soit n'importe quel genre d'expérience. Si vous voulez me contacter directement, vous pouvez me contacter. Ce sera avec plaisir. Merci à vous.